Tristan, est-ce que tu connais le record du monde d'apnée? Je préfère te prévenir, c'est sans assez... oxygène. C'est le principe de l'apnée. C'est le principe de l'apnée, sans oxygène. Sinon, il n'y a pas d'intérêt sinon. Il y en a qui respirent de l'air saturé en oxygène pour pouvoir descendre plus profondément. Il y a toute une stratégie sur l'apnée. Donc là, c'est genre naturel. Ouais, tu as raison. En fait, je vais préciser un petit peu sur ce sport, parce que c'est un sport, l'apnée. En fait, en bassin, l'apnée, tu as deux grandes disciplines. Tu as le statique. Le statique, en fait, tu te laisses flotter comme ça sur le ventre, tu maintiens la tête immergée. Et tu as le dynamique, où là, tu progresses sous l'eau à l'horizontale avec ou sans palme. Et donc, les records du monde en statique. Vas-y, donne-moi une petite... En statique, ça va être plus de 10 minutes, non? C'est 11 minutes 36 secondes. Et en dynamique, 316 mètres de longueur. Est-ce que tu penses que tu peux battre ce record du monde? Quand je nageais, à l'époque, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une piscine. Mais ça, c'est vrai. Déjà, faire 50 mètres en apnée, c'est chaud. Juste en ondulation, il faut déjà avoir déjà un petit entraînement. C'est chaud. Alors, on imagine souvent que l'apnée, c'est une question d'entraînement, de préparation physique ou de génétique, tu vois. Mais en fait, c'est faux. C'est surtout du mental. En fait, les apnéistes, ils s'entraînent à rester calmes, à gérer leur stress et même à essayer de ralentir leur rythme cardiaque. J'allais dire grâce à la respiration, mais ça ne marche pas. Pour pouvoir retenir leur souffle plus longtemps. Et donc, en fait, c'est surtout une discipline mentale, l'apnée, et pas forcément des aptitudes comme on pourrait croire. Voilà, parce que le problème, c'est que il faut surmonter, en fait, c'est pas tant le manque d'oxygène. Le plus compliqué, c'est l'envie de surmonter parce que c'est un réflexe naturel, parce que tu as l'accumulation de dioxyde de carbone, et donc c'est l'envie naturelle de respirer. Donc c'est sur ça qu'il s'attaque. Moi, franchement, en plus, il y a eu plein de documentaires, de films, c'est même très beau, c'est très visuel aussi, l'apnée. Et puis c'est un sport qui a de plus en plus de succès. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à cette discipline, et notamment les urbains. Les urbains, les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, ils se mettent de plus en plus à l'apnée. Pas forcément pour battre des records du monde, pas forcément dans une dimension sportive, mais c'est plutôt méditatif. En fait, ce qu'ils aiment, c'est ce côté un peu reconnexion avec soi-même, le lâcher prise, sortir de ta zone de confort, renouer aussi avec la notion du temps. Le temps, c'est précieux. Et je pense que c'est comme quand tu fais du gainage. 30 secondes, ça peut être long, tu vois. Et en apnée, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est assez contemporain. Donc, je suis pas tant surpris que ça que l'apnée, ça plaise. Oui, et puis surtout, je sais qu'on a des très gros bénéfices très vite avec les bonnes techniques. On peut très vite passer à 2-3 minutes d'apnée en statique, ce qui doit être assez grisant. Moi, j'ai déjà fait une minute. Quand j'étais petit dans le bain, j'essayais, comme tous les enfants, on essayait de battre ce record. Alors, dangereux. Ça nous renvoie à notre sujet du jour, l'optimisation du système respiratoire. On va lever le voile sur les techniques de respiration, sur comment est-ce qu'on peut mieux respirer pour être plus performant, courir plus vite, plus longtemps. On va se poser pas mal de questions. Comment fonctionne notre système respiratoire en courant? La respiration, est-ce que c'est un facteur de performance? Est-ce qu'on peut mieux respirer? Comment faire pour mieux respirer, pour mieux courir? Tristan, trêve de bavardage. Ce que je te propose, c'est qu'on s'installe. Le jour se lève là et on va s'installer tranquillement et puis on parle de notre sujet du jour si tu veux bien. Avec plaisir. C'est parti. On y va en apnée? On essaye. Dans la tête d'un coureur original, la respiration. Tristan, j'ai remarqué que la respiration, c'est souvent un sujet qui préoccupe, qui intéresse beaucoup les coureurs plutôt débutants. Ils se demandent s'ils respirent bien, si c'est la bonne façon de faire. Alors que les coureurs plus expérimentés, souvent, c'est pas vraiment un sujet pour eux. Du coup, qui a tort, qui a raison? Est-ce qu'on devrait tous ou pas se soucier de la manière dont on respire? Est-ce qu'on devrait tous se soucier de la manière qu'on respire? Alors oui, vis-à-vis de la course à pied, on va étayer au cours de l'épisode, c'est pas le facteur le plus limitant de la performance, même si ça a un intérêt d'y porter de l'attention. Mais la respiration de manière générale est une variable importante dans la vie, on va dire, même sur la gestion du stress, sur beaucoup d'aspects, et on devrait le prendre en compte. Après, tu parles de la différence entre débutant et expérimenté. Je pense que la différence, c'est quand on est débutant, on s'interroge sur tout, on ne sait pas ce qui a vraiment beaucoup d'intérêt, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et quand tu gagnes de l'expérience, il y a des choses qui se règlent d'elles-mêmes juste avec ta pratique, donc tu te poses plus ces questions-là. Et à côté de ça, tu as aussi des choses où tu vois que la limite est peut-être moins importante que ce que tu pouvais savoir. C'est juste la découverte totale du débutant qui fait qu'il se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est plutôt ça. Tu t'es interrogé, toi, sur la manière dont tu respirais? Est-ce que c'est des choses que tu as essayé d'améliorer? Alors, au tout début, non. Après, je m'y suis intéressé à posteriori, surtout que j'ai des collègues qui s'intéressent beaucoup à la respiration. Et donc, je m'y suis intéressé. Si tu veux, même
le développe, enfin si tu veux même la petite histoire en tant que telle, il y a un livre que j'ai beaucoup utilisé pendant mes études en physiologie du sport qui s'appelle Physiologie du sport et de l'exercice de Wilmore et Costil, et dedans tu as une petite phrase qui met les facteurs ventilatoires ne sont pas limitants, point. Voilà, ça m'a suffi, je me suis jamais posé plus de questions jusqu'au jour où justement ces fameux collègues sont revenus en disant ah en fait en vrai il y a quand même des choses intéressantes à en retirer, ça vaut le coup d'y porter un peu d'attention, et c'est comme ça que j'y suis retourné. Moi, j'ai l'impression que la respiration, je vais pas dire que c'est le sujet le plus sous-coté, mais c'est vrai que les coureurs s'intéressent beaucoup à leur foulée, et à juste titre, mais c'est quand même la respiration, c'est essentiel, tu vois, c'est ce qui apporte quand même aussi... Enfin, on va voir pourquoi c'est essentiel, mais on en parle très très peu. Donc justement, dans cet épisode, on va essayer de combler un peu ce manque d'informations qu'on peut trouver autour de tout ça, parce que, alors je dis pas qu'en l'écoutant, vous allez respirer comme Kipchoge, mais tu avais vu ces images quand même, quand il a fait Breaking 2, même Ineos, t'as l'impression qu'il respire par le nez, quoi. Tu vois, il a le visage impassible, la bouche à peine ouverte, et c'est vrai que on se demande un petit peu comment est-ce qu'il fait, quoi. Avant d'écouter le micro-trottoir, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle justement de l'oxygène dans notre corps et pourquoi c'est crucial pour un sportif d'endurance? Ça peut paraître une question un peu simpliste, mais finalement, c'est tellement naturel de respirer qu'on ne se pose même pas la question de à quoi ça sert. Alors, comme on va parler un tout petit peu de physiologie, je vais essayer de ne pas faire trop difficile. J'ai un ami, Nico, je pense à toi, qui me dit quand je t'écoute, je suis sur mon vélo en train de courir. Quand tu pars dans des délires de physiologie, je vais pas te mentir que je comprends rien. Et du coup, je rattache les wagons à partir du moment où ça devient un peu plus pratique. Donc pour toi, Nico, je ferai en sorte de pas être trop, de pas trop m'étendre. Il y a les fiches PDF au cas où. Si oui, inscrivez-vous à la newsletter et vous pouvez avoir les liens pour télécharger les fiches PDF si vous courez. On prend les notes pour vous et vous avez tous les résumés d'infos. Alors le premier point, c'est plus un peu cherry picking, c'est plus juste pour la culture, mais la respiration, le mot respiration, c'est normalement ce qui se passe au niveau de la cellule, et le processus qui se passe au niveau de prendre de l'air et le recracher, c'est la ventilation. En termes scientifiques, il y a une différence entre ventilation et respiration. Pour ceux qui sont un peu à cheval sur les termes, aujourd'hui on va utiliser les deux indépendamment, mais juste pour la culture, sache que les deux c'est très différent. Voilà. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que c'était important d'utiliser l'oxygène. Alors, si on devait simplifier, quand on a besoin de produire de l'énergie, il y a plusieurs moyens que le corps a, et ça fonctionne un petit peu en cascade. En haut de la cascade, c'est beaucoup de débit, on peut répondre à un effort très intense, très fort tout de suite. Et le problème, c'est que ça, c'est un moyen, on va dire quelque chose qui s'épuise très vite, ou en tout cas qui arrive très vite à sa limite, et c'est pour ça que il y a besoin de descendre la pyramide pour justement arriver à quelque chose qui va produire une moins grande puissance, ça peut libérer moins d'énergie par unité de temps, on va dire. En revanche, beaucoup plus rentable, c'est-à-dire que pour une molécule, ça produit beaucoup plus de comment faire ça simple. Ok, Tout en haut, on va dire une molécule, peu d'énergie, mais on peut produire beaucoup, on peut mettre beaucoup de débit. Tout en bas, une molécule, beaucoup d'énergie, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ok, est-ce que c'est assez simple? C'est assez imagé. Ok, et très simplement, pourquoi est-ce que ça a été, pourquoi est-ce que le corps s'organise de cette manière-là? Très simplement parce que tout en haut de la pyramide, ça produit énormément de chaleur. Tout en bas de la pyramide, ça en produit beaucoup moins. Tout en bas de la pyramide, on est quand même à une 50aine de degrés. Donc tout en haut, je ne sais pas à combien on est, mais beaucoup plus. Et donc, s'il n'y avait que le haut de la pyramide, déjà, il faudrait énormément de molécules. C'est des molécules qui pèsent aussi lourd. Donc, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas 70 kilos, on en ferait quelques centaines. Et surtout, on aurait une combustion interne très élevée. Donc, le corps s'est organisé de cette manière-là pour que ce qui correspond le plus à un effort d'endurance, justement, soit le plus rentable. Et dans ces réactions chimiques, la dernière utilise une molécule d'oxygène, de dioxygène, d'O2. Donc tout ça pour dire qu'il y a toute cette pyramide énergétique, et le plus efficace tout en bas, il y a une petite molécule de dioxygène qui nous permet de justement créer de façon très rentable de l'énergie. Et quand on veut faire un effort sur le long terme, on a envie d'être rentable, on a envie de produire peu de chaleur parce que on va rester sûrement 2, 3, 4 heures sur son effort. Donc c'est comme ça que le corps s'organise très simplement. Alors, on a demandé à la communauté campus quel était leur avis justement sur la respiration en course à pied, si c'est un sujet qui les préoccupe ou pas. On est parti dans l'Est, à 1 heure de Strasbourg. On avait déjà rencontré nos amis alsaciens de la communauté campus, et là on est à Nancy,
On a retrouvé, alors je sais pas qui s'occupe de ce groupe-là, mais Nancy, j'ai pas le prénom, tu m'excuseras. Je m'excuse au pacer ou à la paceuse. on vous de salue en Nancy. tout cas du côté de Nancy, puis surtout on va vous écouter, on va connaître un peu votre avis sur la respiration. C'est parti, Magnéto micro-trottoir. Salut Guillaume, c'est Anthony pour Campus Coach. Aujourd'hui, on est à Nancy et on retrouve les coureurs du groupe de course Campus. François, est-ce que tu penses à ta respiration quand tu cours ? Bien évidemment, c'est pour moi c'est très important. Je me base en fait sur ce que j'ai déjà entendu comme conseil par rapport à l'endurance fondamentale, qui consiste à se sentir le plus à l'aise possible. Et j'adopte des techniques qui sont simples mais très efficaces, telles que le fait de respirer uniquement par le nez ou de maintenir une conversation fluide pendant une séance type endurance fondamentale, pour se sentir le plus à l'aise possible et être moins rapidement dans le rouge. Respirer par le nez ou par la bouche, qu'est-ce qui te semble le plus efficace ? Pour moi, c'est par la bouche. J'essaye de pas trop respirer non plus pour pas être trop essoufflée, mais par le nez, j'ai l'impression de pas assez respirer, donc par la bouche. Alors pendant un effort intense, j'essaye de bien souffler par la bouche et de plus souffler qu'inspirer pour essayer d'avoir une bonne respiration et d'être le moins épuisé possible. Alors moi j'ai une petite technique qui est bien à moi, je sais pas si ça marche, si c'est un truc avéré, mais j'essaie de caler à peu près ma respiration sur mes pas. Donc c'est quelque chose que je fais quand j'essaie de me concentrer dessus. Ça m'aide à réfléchir, à respirer un peu en tempo. Et je trouve que ça marche bien pour moi en tout cas, donc voilà. Est-ce que tu penses que bien respirer, ça peut vraiment faire une différence sur les performances ? Je pense que ça peut jouer, mais on est sur de la micro-optimisation. Je pense que c'est une amélioration de l'ordre de quelques pourcentages, mais c'est pas quelque chose qui sera game changer pour quelqu'un qui débute par exemple la course à pied. Totalement. Enfin, c'est indispensable de savoir respirer. Au début, j'arrivais pas et j'étais totalement essoufflée, j'avançais pas, je progressais pas. Et depuis que je prends le temps, que j'écoute, je prends le temps d'écouter comment je respire, j'ai vraiment progressé. Retour au studio, c'est intéressant ce micro-trottoir, on a eu des petites astuces, on a des perceptions qui peuvent être différentes d'un coureur à un autre et donc on va essayer de détailler un peu tout ça. Mais quelque chose qu'on remarque tous, c'est qu'à mesure où notre effort il s'intensifie, puis on va courir vite, puis on va courir intensément, le rythme cardiaque va lui aussi s'intensifier. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut que j'essaye de le contrôler ? Est-ce qu'il faut que j'essaye que le truc il parte en roue libre et que je ne m'en préoccupe pas ? Peut-être que déjà, tu peux nous expliquer pourquoi l'organisme, justement, il a besoin, avec l'effort, de plus respirer et surtout, quel mécanisme va provoquer cette accélération de la respiration ? Alors là, tu as dit fréquence cardiaque, je pense que tu voulais dire fréquence ventilatoire. Ouais, parce que la différence entre les deux, c'est que les deux s'accélèrent à l'effort. Ouais. On peut avoir un contrôle que sur l'un des deux directement. On peut modifier sa ventilation volontairement, on peut pas modifier son cœur directement. On peut essayer de le faire diminuer ou accélérer avec des petits trucs, mais c'est en répercussion, on va dire. Typiquement, si on joue avec sa respiration, ça peut impacter notre rythme cardiaque, mais on peut pas agir sur le rythme cardiaque directement. Pour faire très simple, plus l'intensité augmente, plus on a besoin de créer d'énergie. Et je l'ai dit juste avant, donc ça veut dire que la pyramide, elle va fonctionner à plein régime et de plus en plus fort. Et donc, tout au pied de la pyramide, il y a besoin de plus en plus d'oxygène pour pouvoir justement créer de plus en plus d'énergie. Quand je dis énergie, en fait, je dis molécule d'ATP qui est, on va dire, la molécule finale qui permet la contraction au niveau du muscle. Donc, ce qui se passe, c'est... Alors, d'un point de vue de l'oxygène, je parle, on en a besoin de plus en plus. Comment ça se passe ? Au niveau de la crosse de l'aorte, il y a des chémorécepteurs, donc il y a des récepteurs sensibles à des variations chimiques, à différentes molécules. Et typiquement, la diminution de concentration d'O2 fait partie des choses qui peuvent faire accélérer la respiration. En revanche, à l'effort, ce qui fait vraiment accélérer la ventilation plus que le manque d'oxygène, c'est en réalité la présence de dioxyde de carbone, de CO2, qui lui en fait est un... comment on pourrait dire ? Dans la pyramide, quand ça tourne, ça utilise de l'oxygène à un moment, mais ça crée aussi certaines molécules comme du CO2, de l'H2O, ça crée de l'eau aussi, et justement, faut que le corps puisse l'éliminer. Pareil, dans la production, dans le cycle énergétique, au niveau de la contraction musculaire, quand l'ATP vient se fixer, vient se libérer, bref, il y a une production d'ion H+. L'ion H+, ça va diminuer le pH. Quand on dit pH, c'est potentiel hydrogène, c'est ce qui rend acide ou basique un milieu. Et donc, pour éviter que le milieu cellulaire devienne trop acide, donc baisse trop le pH, il faut justement gérer ce petit ion d'hydrogène. Et donc,
le CO2 géré dans la pyramide, enfin créé dans la pyramide, plus le besoin de tamponner ce petit ion H+, crée beaucoup de CO2 qu'il faut justement prendre, transporter et relâcher. Et justement, les chémorécepteurs au niveau de la crosse de l'aorte sont sensibles à la variation des concentrations en O2, mais aussi en CO2. Et c'est majoritairement celui au CO2 qui va faire qu'on a besoin de respirer plus fort. Est-ce que c'était clair ? Oui, franchement, je suis admiratif parce que je pense que même quelqu'un qui court peut réussir à comprendre sur un sujet qui n'est pas forcément évident. Et puis, de toute façon, on a encore les fiches PDF, je le rappelle. C'est tout ce que tu me dis là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit comment tous nos épisodes sont liés les uns aux autres. On a fait un épisode sur la fréquence cardiaque, on a fait un épisode sur la VO2 max, et là, on voit à quel point c'est concret, puisque c'est justement ici, avec ce que tu nous as dit, qu'intervient la VO2 max, c'est-à-dire cette capacité maximale d'oxygène qu'on peut utiliser pendant un effort. Plus on peut utiliser d'oxygène pendant un effort, évidemment, plus on peut être performant, même si c'est pas non plus aussi automatique que ça. On peut pas faire un sujet sur la respiration sans parler d'un organe qui est vital à ça, c'est les poumons. D'ailleurs, c'est certainement l'un des plus précieux pour notre corps, avec certainement le cœur. Tu vois, quand on pense aux organes vitaux, on pense souvent cœur et poumons, ce qui sont quand même les 2 ou 6 organes hyper importants pour la il y en a quelques-uns autres qui, s'il manque, c'est relou. Mais c'est ceux, c'est ceux où on pense le plus. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer comment fonctionnent justement précisément ces poumons pendant la course à pied, dans le cadre de la course à pied, puisqu'on va voir que c'est important de bien comprendre tous ces mécanismes-là pour la suite de notre sujet. Oui, les poumons. Alors d'ailleurs, l'action des poumons est assez intéressante parce qu'au quotidien, on a l'impression que l'air rentre et sort un peu de manière automatique. La réalité, c'est que c'est des variations de pression qui font que l'air rentre et l'air sort. Alors le muscle principal de la ventilation, c'est le diaphragme, même s'il y a des muscles accessoires à la ventilation, les intercostaux, les trapèzes, etc., qui viennent aider à gonfler la cage thoracique. En fait, le but, c'est que la cage thoracique, là où il y a les poumons, on crée le plus grand volume, parce que quand ça s'élargit, ça va créer, pour faire simple, du vide. Le vide a besoin d'être rempli, et donc l'air va rentrer dans nos poumons pour justement remplir ce vide-là. Et quand on expire, au contraire, le diaphragme va remonter, les muscles ventilateurs vont les muscles ventilatoires vont se relâcher, la cage thoracique va se compresser, ça va créer de la pression et cette pression va pousser l'air dans les poumons et va la faire sortir. Donc c'est marrant, c'est pas une pompe, en fait c'est juste des différentiels de pression qui font que on inspire et on expire, l'air rentre et l'air ressort. Il faut savoir que alors il me semble que la donnée c'est à un effort maximal, les muscles respiratoires consomment 16% de l'O2 consommé. Sur notre VO2 max, il y a 16% qui va directement sur notre muscle respiratoire pour justement pouvoir assurer la respiration, parce que le VO2 max, pour le rappeler, c'est l'extraction de l'oxygène, de toutes les molécules de l'air vers le sang, c'est le transport, et c'est ensuite l'extraction du sang vers les muscles. Chacun de ces 3 piliers peut être un facteur limitant. Il faut bien l'extraire au niveau des poumons, il faut bien le transporter, il faut bien l'extraire au niveau du muscle. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser au premier de ces facteurs, ce qui se passe au niveau des poumons. J'ai dit comment est-ce que les poumons fonctionnaient. Et après, très simplement, quand l'air est dans les poumons, en fait, il faut imaginer qu'au niveau des comment on pourrait dire, des petites fascicules au niveau pulmonaire, il y a vraiment très peu d'espace qui passe entre le sang, où il y a des capillaires qui passent un peu partout, et l'air, et c'est justement là où il va y avoir des transports, et c'est là où on va transporter l'oxygène vers le sang et le dioxyde de carbone du sang vers l'air. En fait, c'est parce qu'il y a une interface tellement fine que ça permet les échanges. On se rend compte de l'importance de ce mécanisme-là dans la course à pied. Je crois qu'en moyenne, on respire entre 12 et 15 fois par minute, à peu près. Et un coureur, ça peut aller jusqu'à 40 et 60 fois. Donc on voit exact. Que le différentiel, il est énorme. Évidemment, si on parle en litres par minute, on passe de 5-6 litres au repos à jusqu'à 100, j'ai déjà entendu 120 litres par minute. C'est incroyable quand même. Donc on fait un facteur 20. Ouais, c'est significatif. Facteur 20 parce que, tu l'as dit, entre 15 et 60, il y a un facteur 4. Donc si je dis que la fréquence augmente par un facteur 4, mais que le volume augmente par un facteur 20, c'est parce que sur la ventilation, on joue sur la fréquence, mais on joue aussi sur le volume. Quand on respire au repos, on a un volume assez restreint, alors que quand on est sur un effort maximal, on va utiliser toute la capacité pulmonaire que l'on a pour justement jouer sur un plus gros volume. Qui dit plus gros volume dit plus d'air dans les poumons,
plus d'échanges. Si on arrive à capter plus, mieux filtrer le CO2, capter plus d'air, si on arrive à pomper plus de sang, on va être plus efficace physiologiquement pour courir. La question qu'on se pose, est-ce que cette capacité-là, cette aptitude-là, à l'optimiser, est-ce que c'est quelque chose qui est surtout déterminé par notre génétique ou parce que du coup ce serait un facteur limitant de performance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler volontairement, par exemple en respirant d'une certaine manière, peut-être en musclant son diaphragme, voilà. Est-ce que les dés sont jetés ou est-ce qu'on a un pouvoir d'optimisation sur cette faculté de mieux respirer ou plus efficacement? On a de la chance, c'est comme tout. À chaque fois que tu me poses la question sur n'importe quel podcast, je te réponds la même chose. On se place sur le spectre à un endroit. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir un certain volume pulmonaire et puis il y en a d'autres qui vont avoir justement, souvent ça va être les champions d'apnée ou des choses comme ça qui vont même avoir parfois ce qu'on pourrait dire des pathologies où ils vont avoir des énormes cages thoraciques avec des énormes poumons. Donc ça, là pour le coup, c'est génétique. On ne pourra pas agrandir la taille de nos poumons et de notre cage thoracique. Au niveau osseux, c'est fixe. Mais en revanche, oui, évidemment, ça peut s'entraîner. On peut réussir à augmenter son volume respiratoire. On peut réussir à justement améliorer un petit peu les échanges entre les poumons et le sang. Donc oui, c'est un facteur qui s'entraîne. Parce qu'on n'en parle jamais dans aucun plan d'entraînement. Moi, j'ai jamais vu un coach essayer de faire des exercices, tu vois. Parce que c'est pas un facteur limitant direct en fait. Typiquement, alors les enjeux qu'il peut y avoir sur la respiration, de mon point de vue, ça va être par exemple la diminution de l'intensité perçue. Ça, on va en discuter juste après, mais il y a un vrai lien entre intensité de l'effort et notre façon de gérer notre respiration. Il y a aussi justement une notion de coût énergétique des muscles respirateurs. Tout à l'heure, j'ai dit 16%, mais ça se trouve, chez certains, ça va être 12%, chez certains, ça va être 20%. Donc, mais en fait, tu t'en rends pas compte parce que le muscle, tes muscles respiratoires demandent de l'oxygène. Tu te dis pas, je respire plus fort parce que mes muscles respiratoires sont pas efficaces. Donc, quelque part, tu as aussi cet entraînement-là. C'est que des répercussions indirectes. Il y a quelqu'un dans le magnéto qui a dit, on joue sur quelques pourcents, et c'est le cas. Et très souvent, tu as le choix entre améliorer de 1% l'efficacité de tes muscles respiratoires qui va améliorer ta performance de 0,75%, ou alors juste t'entraîner plus et mieux, et tu vas avoir un incrément de 20%. On ne sait pas vraiment non plus jusqu'où on peut aller. Enfin, tu vois, je te donne un exemple, mais c'est vrai que par exemple dans le sprint, pendant très longtemps, on s'est focalisé sur le renforcement musculaire bas du corps, parce qu'évidemment, courir, c'est les pieds. Et pendant très très longtemps, la muscu, c'est très très focalisé sur le bas du corps. Et quand on a compris qu'on pouvait muscler aussi le haut du corps, on a vachement augmenté les performances des sprinteurs. Peut-être que aussi dans la respiration, c'est un facteur qui est hyper négligé. Tu dis quelques pourcents, mais tu vois, quand on voit que les chaussures, c'est 3%, ça peut paraître pas grand-chose, 3%. Mais sur le marathon, une chaussure avec les nouvelles mousses et plaques carbone, 3%, c'est beaucoup, quoi. Oui, donc plus la distance est longue, ou sur ultra trail, plus la distance est longue, et plus ces petits pourcentages, ils peuvent faire la diff, quoi. Alors de fait, oui, mais il y a un lien avec la durée aussi. Typiquement, en fait, c'est simple. Parce que quand j'ai dit impact indirect, ça veut dire, typiquement, en fait, tu te rends pas forcément compte si tes muscles respiratoires sont efficaces ou pas, ou alors tu te rends pas forcément compte si tu as une intensité d'exercice de 9 sur 10 c'est ce qui est vicieux aussi. Et tu te dis, si en fait je respirais mieux, je pourrais passer à 8 sur 10 au lieu de 9 sur 10. C'est une toute petite différence, mais cette petite différence, tu te dis, si je la répète de semaine en semaine, si chaque semaine je fais un 8 sur 10 au lieu d'un 9 sur 10, potentiellement je peux m'entraîner un peu plus longtemps, alors que l'entraînement, l'output que je donne est le même. C'est sur ça où en fait ça va jouer un tout petit peu. En revanche, il y a des moments où il y a une vraie limitation de la respiration. Je te donne 2 exemples, parce que quand ta respiration est limitée, c'est-à-dire que tu es incapable de capter assez d'oxygène par rapport à la quantité de sang qui circule. Okay, et ça, le moyen qu'on a de le repérer, c'est parce que si tu as un capteur d'O2, il me semble que nos montres en ont un aujourd'hui, c'est un peu plus répandu, mais ton sang désature. Il circule, t'as pas le temps de capter assez d'oxygène, et donc tu vas passer d'une saturation de 95-99% à 94, 93, 92, et donc c'est ce qu'on appelle désaturé. Les 2 endroits où ça existe, c'est sur les très hautes intensités chez les élites, où en fait ils vont avoir un débit cardiaque tellement élevé que le sang va circuler trop vite au niveau des poumons, et du coup il n'a pas le temps de se charger totalement en oxygène. C'est pareil, par exemple, tu peux voir que sur les très très hautes intensités, parfois le volume d'éjection systolique, le volume de sang qui expulse le cœur diminue, parce qu'en fait le cœur grossit tellement vite et bat tellement fort, tellement vite, qu'il n'a pas le temps de
de se charger en sang, grosso modo. Donc à ce moment-là, ça va tellement vite que la personne désature. L'autre côté, c'est quand tu es en altitude, quand tu dépasses les 3000 mètres, tu peux à l'effort très vite désaturer parce que simplement la pression partielle en O2 est plus faible dans l'air. Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, il y a une question que nos auditeurs et auditrices doivent se poser, c'est, je te la pose, Tristan, est-ce qu'il existe vraiment une bonne technique de respiration ? Quand j'ai commencé la course à pied, c'était vraiment à mes cours de PS, moi, ce qu'on me disait, et on entend encore ça, c'est que la bonne technique, c'est qu'il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Donc, tu vois, c'est bon, voilà. Je sais pas si bel exemple, non, mais voilà, très belle démo. Je fais bien, tu vois. Ouais. Je sais pas si les auditeurs vont apprécier la qualité de cet exemple. On peut aussi entendre qu'il faut respirer profondément. Bon, est-ce que c'est utile ces conseils ? Est-ce que c'est des mythes ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, inspiration par le nez. Si je devais résumer sur le sujet, alors de mon point de vue, il y a des gros aficionados de la respiration par le nez qui voudraient nous faire respirer par le nez, quelle que soit l'intensité. La méthode miracle. Ouais, exactement. Alors, à haute intensité, pour moi, on peut oublier tout de suite. Sauf sur Kipchoge. Non, non, parce que. T'as vraiment l'impression qu'il respire par le nez. Mais tu prends, des fois, il a même la bouche fermée. Tu prends une vidéo de Kipchoge à l'époque où il était sur le cours. T'inquiète, il était essoufflé. En fait, la différence, c'est juste qu'il court sur marathon, donc proportionnellement. En fait, certes, il court à 21 km/h et quelques, mais pour lui, ça va quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Il a la bouche vraiment très peu ouverte. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de quantité d'oxygène consommée par minute, en fait, il est un peu plus élevé évidemment qu'un coureur lambda qui va courir en 3 heures, mais il n'est pas non plus énormément plus. Donc toi, quand tu finis ton marathon, tu sais pas puisque tu n'en as jamais couru. Espèce de traître. Allez, bam. allez. C'est gratuit, c'est bientôt Noël. T'es pas essoufflé. En fait, la limite n'est pas respiratoire sur le marathon, alors que sur des distances plus courtes, ça l'est. Donc inspiration par le nez, rien de magique. Alors je parle à l'activité physique, parce que dans la vie de tous les jours, la respiration par le nez a énormément de bénéfices sur l'aplacement de la mâchoire, sur les muscles du visage, etc. Oui, même sur la pollution. Faut pas oublier qu'il y a des filtres dans notre nez. D'ailleurs, c'est un des soucis pour celles et ceux qui courent en milieu urbain et milieu pollué, c'est que malheureusement, vous allez beaucoup moins filtrer l'air et donc les problèmes que vous pouvez avoir. Il y a des cas où malheureusement des gens qui courent pendant très longtemps dans des villes très très polluées, ça peut être le cas dans les pays asiatiques par exemple, ou à Los Angeles, qui vont développer des cancers du poumon alors qu'ils n'ont jamais fumé. Et ils vont voir le médecin, ils disent mais je comprends pas, je fais du sport, je cours, voilà. Alors, je suis pas à dire que courir dans les grandes villes c'est dangereux et tout, mais c'est sûr que c'est pas le premier but de notre corps, c'est pas la fonction première respiratoire à aller par le nez, et donc c'est plutôt des mécanismes d'urgence, donc on n'a pas tous ces filtres quand on respire par la bouche. Donc 100%, et sur la basse intensité, il y a quelqu'un sur le magnéto qui l'a dit, moi ça me va des gens qui respirent sur leur basse intensité. Enfin, si une personne qui a du mal à se gérer sur la basse intensité se dit écoute, le meilleur moyen que j'ai de pouvoir gérer mon effort et le diminuer, c'est de respirer par le nez, parce qu'à partir du moment où je vais trop vite, j'ai besoin de respirer plus fort. Donc c'est un très bon facteur limitant naturel. Moi, ça me va très très bien. Après, typiquement, moi j'ai une obstruction des voies nasales, comme beaucoup de gens aussi. Je peux pas respirer par le nez à partir du moment où, alors il faudrait vraiment que je sois à 60% de fréquence cardiaque max, donc bien en dessous de mon endurance fondamentale. Mais si les gens peuvent le faire, pourquoi pas ? Mais il y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas de bénéfice à l'activité particulier, hormis un biais méthodologique de ça nous assure d'être à basse intensité à ce moment-là. Ok. En revanche, tu as parlé aussi de respirer plus profondément. Ouais. Et ça, pour moi, ouais. Comme quand les femmes enceintes, on leur fait. Ouais, alors je sais pas pourquoi les femmes enceintes, on leur dit de faire ça. J'imagine qu'il y a, c'est musculaire, il y a d'autres. C'est musculaire, ça reste un effort musculaire. C'est une performance en soi. Crois-moi, voilà, j'ai pas jamais accouché encore, mais c'est une performance, ça je peux te le dire. Pour avoir vu de loin, de près. Je te donne un exemple. La respiration, parce que quand tu mets de la fréquence, tu as un aspect un peu stress, on pourrait dire. Tu peux très vite te sentir comme un aspect d'urgence, un petit peu par la respiration. Et le fait que ta respiration soit urgente rend l'effort difficile. Tu as un lien où si ta respiration te paraît difficile, ton effort va te paraître plus difficile. Il y a un lien de causalité. Et justement, respirer plus profondément, comme c'est une balance, un volume d'air, un débit d'air, c'est un volume fois une fréquence. Si tu augmentes ton volume, tu vas baisser ta fréquence. Elle va paraître plus posée. Et à ce moment-là,
ça peut diminuer ton effort perçu juste en jouant sur le volume respiratoire au lieu de la fréquence. Donc déjà, les gens peuvent retirer un premier conseil à l'effort. Remettre de l'amplitude respiratoire à l'effort vous permet de diminuer la difficulté perçue, ce qui permet, pour la même séance, au lieu d'être sur une difficulté de 8 sur 10, être sur un 7 sur 10. Moi, personnellement, je prends sans problème. Après, il y a un autre truc, c'est, là, si tu rentres sur des distinctions, sur des précisions un tout petit peu, pourquoi est-ce que c'est important aussi de remettre de l'amplitude? C'est pour gagner en efficacité. La première efficacité, c'est que tu as un volume mort au niveau de tes poumons, ta trachée, etc. Donc à chaque fois que tu respires, tu vas mobiliser de l'air qui n'est pas directement en contact avec ton sang. Donc si tu prends des toutes petites inspirations, en fait, tu vas bouger beaucoup d'air, mais très peu vont réellement être en contact avec ton poumon, avec ton sang, entre guillemets. Donc bouger cet espace mort, c'est une perte d'efficacité, alors que quand tu prends une grande inspiration, une fois que tu as bougé cet espace mort, tout le reste, c'est du bénéf, entre guillemets. Donc là, il y a un premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est que tes poumons sont mieux perfusés en bas qu'en haut à cause de la gravité. Et donc, plus tu vas prendre des respirations profondes, plus l'air va être en contact avec des surfaces pulmonaires, mieux, avec un meilleur échange avec ton sang. Intéressant. J'essaierai ce soir à ma séance d'aller respirer plus profondément pour voir s'il y a une différence. D'ailleurs, si les gens ils nous écoutent, là peut-être ils essayent. Alors après, il ne faut pas le forcer non plus. Mais alors pourquoi? Parce que si tu te dis, c'est bête, de ce que j'ai l'impression de dire, c'est que la respiration profonde est plus efficace que la respiration non profonde. Or, moi, je fais partie des gens qui disent que le corps, en général, il fait ce qui lui paraît le plus optimal. Donc, s'il choisit la fréquence au profit du volume, c'est peut-être qu'en fait, c'est comme ça que c'est censé se faire. Mon avis là-dessus, qui est 100% subjectif, c'est de dire que, encore une fois, de par notre quotidien, aujourd'hui, on fait beaucoup moins de sport, on a peu d'activité physique de par nos travaux. On est déshabitué, ouais. Exactement. Et donc, beaucoup de gens travaillent dans le tertiaire et on n'est plus habitué à avoir cette mobilité thoracique et cette proprioception thoracique, c'est-à-dire la conscience de notre capacité à mobiliser notre cage thoracique, notre ventre. Par exemple, les gens, quand on parle de respiration ventrale, les gens, ça leur parle pas. Tout ça, c'est des choses qui ont été oubliées. Et donc, le corps fait ce qui lui paraît le plus optimal dans le champ des possibles qu'il connaît. Mais si on n'a jamais travaillé notre mobilité thoracique, si on n'a jamais travaillé notre respiration ventrale, c'est pas un monde des possibles qui peut explorer parce qu'il n'en a pas conscience. Après, il y a aussi une question qu'on n'a pas évoquée, mais c'est la qualité de l'air. Bon, je parlais tout à l'heure aussi de l'air pollué. J'imagine que si on court dans un air pollué, le dioxyde de carbone, ça va freiner nos performances. Et d'ailleurs, j'avais lu une étude, alors je ne sais pas dans quelle mesure elle avait été sponsorisée par des Dyson ou ce genre de choses, mais c'est sur les purificateurs d'air et sur la performance cognitive, les capacités de prise de décision. Attention à ce que tu vas dire, parce que sinon il va y avoir un purificateur d'air qui va être acheté instantanément ce soir. J'ai pas de code promo pour les purificateurs d'air. On a le code des TDC pour Campus. Voilà, il y a le code des TDC okay. pour Campus, mais pas pour Dyson. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est que l'efficacité au travail est augmentée de 20%. Avec jusqu'à 20%. À partir de jusqu'à 20%. Et c'est vrai que on le voit, tu vois, pendant le Covid aussi, il y a très longtemps, dans une autre vie, tu sais, tu as des mal, quand l'air n'est pas oxygéné et tout, des migraines, des mal de tête et tout, la saturation en fait de l'air. Et c'est vrai que même dans le travail, dans la capacité, des fois, ça vaut le coup soit d'aérer, soit effectivement d'aérer, d'avoir un purificateur d'air. Moi, c'est juste ce que j'ai eu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que t'es un peu plus efficace, quoi. Donc, ce serait aussi intéressant de voir si, imagine, tiens, demain on fait courir quelqu'un avec de l'oxygène hyper top, hyper pur, tu vois. Est-ce qu'il y aurait une diff sur la performance? Je sais pas. Pareil, si tu le transportes et que t'as tes faudrait trouver un truc, tu vois, un câble, tu vois. Ça serait ouf de faire ça au lieu de juste régler le problème d'avoir un air de qualité. C'est prendre le problème à l'envers. Non, en fait, on va rien régler à la qualité de l'air. On va juste se balader tous avec des bouteilles. Si des fois on marche sur la tête avec la vie actuelle. Alors, on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir d'Anthony de Nancy, un coureur qui nous disait, voilà, moi j'essaye de synchroniser ma respiration avec le rythme des pas, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a le rythme 2-3, 3-3 aussi. 4-4 même. 4-4, ouais. Tu vois, je vais arrêter les imitations. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, si cette méthode, cette petite astuce, lui-même se posait la question de savoir si c'était efficace ou pas, il avait l'impression que oui, mais il n'avait pas de certitude. Est-ce que tu peux aider ces coureurs-là et puis nos auditeurs? Est-ce qu'il faut synchroniser ses pas, c'est à fouler avec sa respiration? Ouais, alors il y a deux enjeux vis-à-vis de ça. Le premier, c'est un enjeu de gainage, simplement. Le fait de le synchroniser, surtout à haute vitesse, parce que c'est là où ça perturbe le plus, ça permet de conserver une bonne stabilité et donc un bon transfert de force entre haut du corps et bas du corps, puisque il y a besoin de...
il y a un effort élastique qui se fait entre les deux. Donc le fait de caler les deux ensemble, très souvent ça se fait naturellement et je pense qu'il y a un instinct gainage, voilà. Ou entre deux appuis, c'est plus simple de changer les deux. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un moyen pédagogique de... comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut jouer sur son amplitude respiratoire, un bon moyen pédagogique de le faire, c'est de le faire sur sa fréquence de pas. Où on se dit, ok, aujourd'hui, je vais essayer de courir, je suis sur un footing, je vais essayer de courir en 3-3. 3 à l'inspiration, 3 à l'expiration, ça permet d'avoir un rythme et ça permet de caler sa respiration pour aller récupérer un peu d'amplitude là où ça aurait pu être fait de façon un peu plus anarchique. On peut même essayer après de se challenger. Pendant quelques minutes, je vais essayer de courir en 4-4, voir ce qui se fait, récupérer de la mobilité thoracique avec un peu ce moyen un petit peu ludique. Donc ça, 100%. Et quand on est à haute vitesse, c'est la même chose, juste c'est pas la même fréquence. Au lieu d'être sur un 3-3, 4-4, on va être sur un 2-2, voire 3-3 en fonction de la vitesse. Mais c'est un bon moyen ludique de récupérer de l'amplitude en calant sur sa respiration tout en conservant un bon gainage. Alors si on peut caler un peu sur sa respiration, c'est pas. Est-ce que le type de course qu'on va faire va aussi impacter notre manière de respirer ? Je m'explique, si tu fais du trail en montagne, si tu fais de la course sur route, est-ce qu'il faut adapter ta façon de respirer à le type d'effort et le terrain sur lequel on pratique ? Est-ce qu'il faut la modifier en tant que telle ? Je pense pas de façon volontaire particulièrement. Alors après, en montagne, il y a tout l'aspect quand tu montes en altitude. Du coup, tu vas avoir une baisse de pression en O2, donc tu vas avoir tendance à hyperventiler. Tu vas aussi avoir un petit aspect tachycardie. Mais au-delà de ça, alors, la différence principale qu'il peut y avoir, je pense, c'est vis-à-vis de la technicité, où quand tu es en cours de respiration, c'est moins facile d'être gainé. C'est très simple à imaginer, quelqu'un qui va faire des arts martiaux, quand il va donner un coup, au moment de l'impact, il va bloquer sa respiration, il va se gainer, parce que c'est là où justement le but c'est d'être le plus solide possible. Et donc sur des aspects très techniques en trail, sur des appuis en descente ou quoi que ce soit, si on a une perte de raideur, je sais pas comment on pourrait dire, mais si on est moins solide tout d'un coup, peut-être que l'appui on va mal le prendre, ou alors on va se déformer, voire on peut tomber, etc. alors qu'on a besoin d'être solide. Et donc je pense qu'il y a juste un aspect technique où en fonction de là où on va poser ses appuis, quand on va commencer à prendre beaucoup de vitesse en descente, il faut avoir conscience que sa respiration, il va falloir être capable de parfois la modifier, là où sur route c'est beaucoup plus stable. Si on veut se mettre en 2-2 ou en 3-3 ou en 4-4, on peut le faire de façon continue jusqu'à la fin de sa séance. Là parfois par des nécessités techniques, il va falloir varier sur sa respiration pour parfois arriver sur par exemple, arriver totalement à la fin de son expiration ou à la fin de son inspiration. Sur un appui, on a besoin d'être très fort parce que c'est là où on va pouvoir justement bloquer sa respiration, marquer son appui et repartir. Tu nous as dit tout à l'heure que ce n'était pas que génétique, qu'on pouvait aussi agir dessus. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment faire pour mieux respirer, si on veut courir plus vite, plus longtemps, plus confortablement aussi. Est-ce que tu as des exercices, des techniques à nous partager au-delà de cette synchronisation respiration-pied, si vraiment nos capacités pulmonaires, je parle, on veut vraiment les muscler, quoi. Ok, alors juste pour reprendre un tout petit peu, déjà les muscles respiratoires vont s'entraîner naturellement à force de s'entraîner. Ça c'est quand même la première chose. On mobilise avec intensité nos muscles respiratoires, comme n'importe quel muscle du corps humain, ils vont s'entraîner eux aussi. Et donc ça reste quand même on va dire la base ou la grande majorité de l'entraînement respiratoire qu'on peut avoir. Ça déjà de 1. Deuxièmement, là on va pas aller sur un entraînement musculaire comme tu pourrais l'avoir tout de suite, auquel tu pourrais penser, mais pour moi on serait plus sur de la remobilisation et de la reprise de conscience, un travail vraiment proprioceptif au niveau de sa respiration où au repos, on va travailler sur qu'est-ce que ça fait de respirer par le ventre, qu'est-ce que ça fait de respirer par le thorax, qu'est-ce que ça fait de prendre une respiration par le ventre, une respiration par le thorax, d'aller chercher des amplitudes respiratoires vraiment très profondes. Plus aller sur ce jeu proprioceptif au niveau de la respiration, plus qu'autre chose en réalité. Ça, c'est vraiment le premier point, j'ai envie de dire, qui pour moi est principal. Le diaphragme en soi, c'est un muscle qui a besoin d'être mobile et c'est comme n'importe quel muscle. Quand tu l'entraînes pas dans une grande amplitude, il a tendance à se raidir, il a tendance à perdre en amplitude. Donc le fait de le remobiliser, d'en reprendre conscience. Alors la science n'est pas dithyrambique sur les points de côté, mais tu as une grande partie des gens qui pensent que les points de côté sont en partie liés à justement un problème de mobilité thoracique ou alors comme des petites crampes ou des petites contractures du diaphragme. Personnellement, j'aime bien cette explication-là, parce que typiquement, un endroit en triathlon où les gens ont tendance à énormément avoir de points de côté, c'est en descente du vélo.
Parce que tu es couché sur ton vélo et tu passes en position verticale. La pression des organes, la respiration, le fait que justement tu as des impacts, tout ça fait que très souvent les gens vont avoir tendance, les gens qui sont susceptibles d'avoir des points de côté vont souvent en avoir à ce moment-là parce que justement on va changer de façon de respirer, on va passer beaucoup moins en ventral, beaucoup plus en thoracique, etc. Donc voilà, toute cette partie-là, hyper intéressant, remobiliser son diaphragme, comprendre que la respiration peut être à plusieurs étages et reprendre conscience de tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on l'a dit, on peut appliquer ça dans l'activité physique avec l'exercice de pas que j'ai donné, ou alors très simplement, on est sur un fractionné, on se dit, ok, je vais essayer de juste mettre de plus d'amplitude. Soit on peut se servir en se disant, ok, je mets plus d'amplitude en respectant un cycle 2-2 ou un cycle 3-3, mais je peux juste respirer plus profondément et voir quel impact ça peut avoir. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on l'a fait au repos, on le passe dans l'activité. Et le troisième, c'est vraiment si on veut muscler ses muscles respiratoires, il y a des outils qui existent, mais là, on est vraiment dans la fin de l'optimisation. Qui pour moi est non essentiel hormis sur certains publics, en tout cas sur les coureurs à pied, parce que peut-être qu'après sur les crossfitters, etc., il pourrait y avoir d'autres intérêts. Il y a des outils, je pense au Breathe Way Better, entre autres. Tu peux nous le redire? Breathe Way Better, qui est le leader, j'ai l'impression, du marché. Ouais, je me suis toujours dit si c'était pas un peu, bon bref. C'est juste que ça va muscler tes muscles respiratoires en fait. Est-ce que par rapport à tout ce que je t'ai dit, voilà le pourcentage que ça va représenter. Grosso modo, voilà un peu ce qui peut. Après, alors attention, parce que le truc qui est faux, c'est par exemple les masques qui vont mettre une résistance par rapport à. Parce que c'est le même processus en fait. Si tu mets une résistance, tes muscles respiratoires, ventilatoires, tes muscles inspiratoires. Ça, dans la boxe, les sports de combat, ils ont les masques. Exact. Ils vont courir. Ils vont devoir forcer plus. Ce qui est faux vis-à-vis de ça, c'est de dire que ça recrée l'altitude. Ça, c'est faux. Mais ça, ouais. Ça fait travailler parce plus que fort tu mets une difficulté que tu t'enlèves après. En fait, non, ça travaille tes muscles ventilatoires, 100%, mais ça recrée pas c'est bien l'altitude. Ça, parce que c'est ma prochaine question. Est-ce que tu as des petits hacks, tu vois? Peut-être, comme tu parles, ces masques. Donc c'est pas donné en plus. Hein. Et tu as plusieurs filtres, tu vois, où tu mets des filtres. Donc l'idée, c'est aussi de limiter ta respiration. Est-ce que c'est des trucs intéressants à faire? On parle aussi, tu sais, de la respiration pleine conscience. Tu nous parlais de la respiration ventrale. Bon, tout ça, est-ce que c'est du bullshit ou c'est quand même pertinent de s'y intéresser? Respiration ventrale, respiration pleine conscience, synchronisation, je sais plus qu'on appelle ça, cardio, cardio méditatif. Non, mais tout ça a, je sais plus c'est quoi, synchronisation cardiaque, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout ça a sa place et même au-delà de l'entraînement, juste pour la santé générale et se sentir bien-être, replacer sa respiration. Beaucoup de choses passent par la respiration. Donc ça, 100% aucun problème. Est-ce que après j'ai un hack? Non. Après, je l'ai dit, pour moi, c'est pas un facteur assez limitant pour. Mais ces masques-là, typiquement, est-ce que toi, tu les as déjà essayés? Est-ce que tu les conseilles? Moi, j'en utilise pas. Je sais que les sports de combat, le Breathe Way Better, Body Water, 2006. Ouais. Alors lui, je sais que la particularité qu'il a, c'est que comme là, on rentre vraiment dans des c'est que comme tu fonctionnes à CO2 constant parce que tu reprends ta respiration, du coup, ça évite que ta tête tourne, etc. Bref, pour moi, on n'est pas dans le non nécessaire, surtout pour les coureurs à pied. Mais sur d'autres sports, encore une fois, qui sont pas forcément intrinsèquement cardio, où les gens ont pas forcément tendance à autant muscler leurs muscles respiratoires par leur activité physique, il peut y avoir des intérêts, mais c'est pas le public qu'on a. Là, on est vraiment sur de l'élite, on est vraiment sur des gens qui auraient remarqué que leurs muscles respiratoires sont limitants ou alors qu'ils désaturent à très haute intensité. On n'est pas sur notre public, donc pour moi c'est pas nécessaire. On en a pas parlé encore, mais il y a les temps d'hypoxie, ça fait beaucoup débat. Il y a les stages aussi en altitude où on va aussi jouer un peu sur tout ça. Alors c'est des moyens qui sont souvent présentés comme pouvant maximiser un peu les performances, voilà. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça marche, l'attente à hypoxie, pourquoi quand on est en altitude, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que ton opinion sur cette méthode aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu le degré supérieur du masque qu'on s'est dit qui est très accessible. Il y a l'attente à hypoxie, ou si on a les moyens d'aller en stage à 2500 mètres d'altitude, ça c'est des méthodes qui sont... alors certains disent que c'est du dopage ou pas, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. C'est autorisé par l'Agence mondiale antidopage. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas? Après, chacun fait comme il veut en fonction de ses règles éthiques. Hein.
Ouais, c'est une conduite dopante, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est un moyen exogène L'entraînement d'améliorer peut être aussi une conduite de pente. le fait Tu vois. de maximiser sa nutrition est une conduite Voilà, dopante. Ça fait prendre des protéines en poudre. exact. c'est des Ça fait conduites peur de parce pente. qu'il y a dopage, mais en fait, le principe de l'entraînement est une conduite dopante Bah en oui, soi. sinon, on interdit à tout le monde de s'entraîner, puis on voit qui Exact, est ouais, voilà. physiologiquement, génétiquement le meilleur. Non, je disais pas ça d'un point de vue négatif. C'est pas Euh, pour campus, ça. ouais, c'est très mauvais pour le business. Alors là, on n'est pas sur un hack, là, on est sur des vrais protocoles. Si je dois... ça fait un petit bout de temps que j'ai pas actualisé mes connaissances, mais je pense que ça n'a pas changé depuis. Grosso modo, on a une quantité de globules rouges vis-à-vis de notre sang, d'accord ? On a un taux d'hématocrite, et l'idée, c'est que notre corps produit une molécule qui s'appelle l'érythropoïétine, l'EPO. Les gens connaîtront. Qui est très connu, ouais. C'est ça. Et en fait, il la produit naturellement, mais il l'autodégrade quand c'est pas nécessaire. Et typiquement, quand tu vas avoir une forte perte de sang ou quand tu vas t'exposer à l'altitude, puisqu'en fait, les répercussions sur le corps vont être quasiment similaires, elle arrête de s'autodégrader, elle se produit, et donc du coup, on va augmenter notre masse d'hémoglobine. Et qui dit plus d'hémoglobine dit plus de transporteurs d'oxygène. Qui dit plus de transporteurs d'oxygène dit, tout à l'heure, je parlais de la composante de VO2 max entre extraction au niveau des poumons, transport au niveau des sangs, extraction au niveau du muscle. On va jouer sur le deuxième facteur, on va pouvoir apporter beaucoup plus d'oxygène. Et c'est pour ça que y a des gens au XXe siècle qui se sont dit, attends, on va pas s'emmerder, Folle la guêpe. on va se l'injecter directement, et on va voir ce qui se passe. Pas se faire chier avec une tente ou un stage. Exact. Donc, c'est le moyen naturel de le faire. Alors après, la différence, c'est que... Alors aujourd'hui, je suis pas un expert sur les protocoles, il faudrait que tu fasses intervenir quelqu'un, mais il me semble que pour que ça fonctionne vraiment, il faut des durées longues de minimum 3 semaines. Donc Ouais, puis la science, c'est pas, la littérature scientifique n'est pas forcément... Ouais, parce que les petits stages d'une semaine, alors très cool d'un point de vue culturel et pour l'émulation collective, mais en fait, tu n'es même pas encore habitué. Enfin, tu sais, la première semaine, en fait, t'es en... C'est l'adaptation, ouais. T'es en stress, quoi. Ouais. Voilà. Et puis après... Les alpinistes, ils passent plusieurs semaines, c'est pas seulement pour l'adaptation, c'est même Exact. 1 mois, je crois, qu'ils peuvent passer dans les camps de base. Ouais. Après, il y a des gens qui sont en plus, il y a des gens qui sont responsifs, qui sont répondeurs. Jornet, lui, il y Il y va. a des gens qui sont répondeurs, d'autres qui sont pas répondeurs. Donc ça, c'est aussi Il y en a, individuel. c'est même délétère. Hein. Exact. Tu vois, Christelle Donnet, championne de France de marathon, ancienne championne de France, ancienne détentrice du record de France du marathon, il n'y a pas si longtemps que ça, avant Paris 2024, et les minima. Elle, en stage en altitude, elle n'y allait jamais parce que en fait, c'était contre-productif chez elle, tu vois. Donc, c'est pas automatique. Ouais, et puis après, il y a le truc de. Il y en a qui sont répondeurs à J+3, il y en a qui sont répondeurs à J+15. Donc, encore une fois, il faut C'est le 10, savoir. généralement, Ouais. la moyenne, ouais. La différence, c'est qu'à l'époque, les mecs, ils se mettaient bien parce que. Comme ils pouvaient faire des transfusions sanguines, ils montaient en altitude, ils chargeaient leur sang en hémoglobine, etc. Ils se le mettaient de côté et puis après, ils se le refaisaient perfuser quand ils en avaient besoin. Bon, aujourd'hui, c'est interdit, les perfusions. mais aujourd'hui, il y a... C'est plus utilisé parce que c'est facilement détectable en plus. Ben ouais, le passeport physiologique, etc. Et après, donc oui, tout ça existe. Voilà, des protocoles très lourds. Pareil, il y a ce qu'on appelle le Train Low, Live High. Et en gros, l'idée, c'est par exemple, j'ai déjà fait un stage dans un hôtel comme ça où ta chambre, elle est à 3000 mètres, mais en fait, tu es au bord de la mer. Donc pareil, tu peux jouer aussi un petit peu là-dessus. Ouais. C'est la tente hypoxique de luxe, on va dire. Oui, pour les triathlètes. Exact. Mais encore une fois, il faut rester longtemps. Donc bon, voilà. Si Je n'ai resté qu'une semaine et c'est même chose, c'est 3 semaines minimum. Il faut y passer X heures par jour, sinon ça marche pas. Ouais, bon, pourquoi pas, mais voilà, tout ça mais avec des pincettes. Alors, on parlait tout à l'heure, je te parlais du Dyson là, et le fait est qu'au niveau cognitif, ça nous aidait aussi une meilleure qualité de l'air. Mais la respiration joue aussi un rôle dans la performance, mais indirectement, c'est aussi dans tout ce qui est gestion du stress. Alors, c'est important c'est d'en parler parce que quand on est dans un sas de départ, concrètement, quand on est dans un marathon, on peut sentir aussi un peu la pression, le rythme cardiaque augmenté, on peut aussi s'emballer et la respiration, là, on sait que ça peut être très déterminant. Est-ce que tu peux nous aider peut-être sur quelques petits conseils, même si tu n'es pas forcément un expert de la respiration, mais comment est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter le stress ? On sait que le stress, on en parle dans un autre épisode, c'est aussi un frein de la performance. Donc quand on se sent très stressé, très anxieux, tout ça, c'est délétère sur la performance. Et là, la respiration aussi, elle peut nous aider. Quel conseil tu peux nous donner ? Oui, alors déjà, c'est de comprendre que, en fait, il y a un lien entre système nerveux et respiration. Et que, justement, tout ce qui va être... respiration accélérée, tout ce qui va être en phase sur l'aspect inspiration va stimuler le système nerveux sympathique, donc tout ce qui va être
stimulant, et à l'inverse, tout ce qui va être concentré sur l'expiration, sur la profondeur de la respiration, ralentir son rythme respiratoire, va plutôt stimuler l'aspect parasympathique et donc tout ce qui va être l'aspect relaxant. Donc comme il y a un lien intrinsèque entre les deux, ne serait-ce qu'on peut le voir au repos, si je calme ma respiration, ça calme ma fréquence cardiaque. Donc il n'y a pas besoin d'être sorti de grandes études pour remarquer ce lien assez facile, puisque le cœur et lui fonctionnent de façon autonome. On voit que d'un point de vue volontaire, par la respiration, je peux avoir des conséquences autonomes sur mon corps. J'agis sur un truc qui a une répercussion sur un autre truc sur lequel je ne peux pas agir. Ça, c'est le premier truc. Alors après, il y a aussi des répercussions sur les taux hormonaux, le cortisol, etc. Mais sans rentrer dans ces considérations, l'idée, c'est de dire, quand on est en situation de stress, là, on est sur de la sophrologie, tu l'as dit, c'est pas mon expertise, mais vraiment de base, se concentrer sur l'amplitude respiratoire, se concentrer sur les phases d'expiration. Alors, je sais qu'il y a des techniques un peu plus poussées d'inspiration en 2 temps dans ces choses-là, mais juste se calmer et reprendre conscience sur ça, en plus de porter son attention là-dessus et d'éviter de, comme dirait Serge Marquis, faire tourner le petit hamster dans sa tête, ça nous permet de nous recentrer sur le moment présent et ça permet de faire baisser le niveau de stress. Après, c'est pas magique non plus, il faut aussi s'y entraîner en amont, mais n'importe qui, je pense qu'il y a eu des grandes charges de stress, il va y avoir un oral, il va y avoir un truc, tout le monde instinctivement c'est déjà posé, la bonne respiration, reprendre de l'amplitude, donc ça joue sur l'amplitude et contrôler son expiration. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé d'organiser un stage pour les auditeurs d'un coureur, justement sur tout ce qui est technique de respiration et tout. Bon, j'avais pas forcément donné suite, mais c'est vrai que tu vois, c'est peut-être des petits trucs que j'aimerais bien peaufiner. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse. Je sais pas si c'est le genre de choses qui pourraient être c'est même intéressantes. limite plus. Oui, en fait, tu joues sur la performance, mais c'est même limite plus sur l'avant-course. Ouais. Quand en plus tu sais que le stress, il consomme beaucoup de glucides. Donc du coup, si tu veux les conserver. Non, mais c'est clair, le stress, de toute façon, c'est ce qu'on disait dans notre épisode aussi, mais on se rend pas compte de l'impact du stress sur le corps. On le sous-estime tellement, mais ça a des impacts. Alors, à la fois, oui, et moi, surtout, je sous-estime à quel point il y a des gens, par exemple, qui refusent d'aller en compétition officielle. Ouais, parce qu'ils sont stressés, alors que personne joue sa vie. Mais tu vois, donc, alors pour ces gens-là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est un bon moyen de justement. C'est un moyen non dangereux de se mettre en danger, on va dire. Mais donc d'apprendre à gérer son stress, etc. Ouais. Alors, Tristan, bien sûr, on va passer à l'étude du jour, mais avant ça, petit cadeau aussi pour nos auditeurs. Alors, je ne sais pas si ça va mieux les aider à respirer, mais en tout cas, ça va les aider à progresser. Tu es aussi entraîneur. Tu interviens d'ailleurs dans le podcast en tant qu'entraîneur. Et tu as cofondé la plateforme d'entraînement Campus Coach qui permet... D'ailleurs, tu peux nous en parler peut-être un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oui, une plateforme d'entraînement. La plateforme d'entraînement. Plateforme d'entraînement. Numéro 1, leader, number Largement. 1. Number 1. On était un peu dans les... Voilà. Mais qui permet d'individualiser ton plan d'entraînement à tes objectifs et ton profil en course à pied. D'avoir un petit peu de renforcement si jamais tu veux l'intégrer directement dans ton plan. Enfin, quand je dis un peu, juste d'avoir du renforcement dans ton plan. Préparation physique, si on veut utiliser ce terme. Voilà, donc campus. Et puis, comme on est très copains avec Guillaume, petit code dans la tête d'un coureur. Avec les auditeurs, on vous a négocié ça. C'est pas évident parce que vous êtes dur en affaires chez Campus. Voilà. Et mais toi aussi, j'essaie toujours d'avoir un petit peu plus, mais il faut être plus généreux. Donc, écoutez, 10%. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça permet aux auditeurs, auditrices de tester gratuitement. C'est pas nous 10%, nous, c'est un mois gratuit. Non, c'est pas 10%, pardon. C'est un mois gratuit. Tu fais trop d'OP, Guillaume, sur ça. Ça veut dire des shopping, tu sais. Voilà, tac. Attends, c'est quoi? Non, on fait pas beaucoup des OP, c'est pas vrai. Les gens nous disent, mais voilà, on en fait pas assez, je pense même. Code DLTDC. DLTDC, un mois gratuit chez Campus. C'est quand même cool parce que typiquement, nous, on a des plans gratuits, les plans de 12 semaines sont gratuits. Il n'y a pas le même niveau d'individualisation, mais c'est déjà ça pour tester. Mais les gens peuvent tester un mois gratuit, voir 100% ce qui peut se passer. Et si ça leur plaît, ils continuent. Si ça leur plaît pas. Ouais, et puis il y a la communauté, il y a les contenus, il y a les groupes. C'est digital, mais c'est aussi réel parce qu'on peut. Surtout, là, on l'a entendu avec le magnéto. Donc voilà, puis ça permet aussi de soutenir une belle initiative française et aussi le podcast aussi. De faire en sorte que ce podcast du coup peut exister aussi. Voilà, exactement. Et puis c'est un super plan, sinon on ne vous le proposerait pas. Donc voilà, DLTDC, un mois gratuit, n'hésitez pas à en profiter. Tristan, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'étude du jour et tu vas voir qu'elle est très en lien avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Allez, c'est parti.
Tristan, pour l'étude du jour, on va rester du coup sur le thème de la respiration parce que je me suis intéressé un peu à la littérature scientifique. Et est-ce que tu sais à quel point la façon dont nous respirons peut influencer non seulement nos performances physiques, mais aussi notre mental? Parce que moi, c'est ce que j'ai voulu un peu dis-moi plus. dire. Est-ce que tu as une petite idée déjà en termes de pourcentage? À Tu quel penses que c'est point plus... Sur quels critères? est-ce que ça va de plus... performance? Ouais. Bien-être ou performance pour toi, la respiration? Plus bien-être. Après, quand on est bien, en général, on est performant. Donc, C'est vrai que l'un est souvent lié avec l'autre. En tout cas, il y a une étude intitulée Performance sportive et rythme respiratoire. Quelle connexion, qui a été publiée sous la direction de 4 chercheurs spécialistes en sciences du sport et en respiration. Donc, ils ont mélangé un peu l'expertise scientifique sportif et aussi pulmonaire, tous les enjeux, parce que c'est aussi un enjeu médical très important, avec les cancers du poumon, ce genre de choses. Donc, ils ont réuni plein de gens, plein de talents et les ont fait chercher sur ça, sur le sport. Et donc l'objectif de leur étude, elle était simple. Ils voulaient explorer comment les différentes techniques de respiration, respirer plus lentement, respirer rapidement, peuvent impacter à la fois la capacité physique, mais aussi l'état mental, le bien-être mental des athlètes. Et ils se sont donc posé plusieurs questions auxquelles ils ont essayé de répondre. Ces questions, les voici. La fréquence respiratoire influence-t-elle les performances cardiovasculaires? Intéressant. Quel impact ont les techniques de respiration lente et rapide sur le niveau de stress et de concentration des athlètes? Et les athlètes peuvent-ils tirer profit d'une respiration volontaire contrôlée? Si oui, comment cela se manifeste-t-il concrètement sur le terrain? En tant qu'entraîneur, j'imagine que tu es intéressé. Ça m'intéresse d'avoir la réponse là. Bon, du coup, ça tombe bien, je vais te la donner, mais avant de te... je vais quand même ménager un peu le suspense. Je vais te parler de méthodologie. Tu sais très bien qu'on est attaché à la méthodo. Donc les chercheurs, c'est une méta-analyse. Donc la méta-analyse, je rappelle, c'est quand on vient, il y a plein d'études qui existent, on vient tout centraliser et on vient un peu savoir analyser tout ça avec un peu de recul. Et ce qui est bien avec les méta-analyses, c'est que du coup, tu as plein de... Quand c'est bien fait, on trie les études, on récupère les données et on refait une analyse statistique de toutes les données mises en commun. Exactement. Donc là, les chercheurs, ils ont comparé 2 types de respiration volontaire. La respiration lente, donc entre 4 et 10 respirations par minute, et la respiration rapide, au-delà de 20 respirations par minute. Chacune a été examinée pour ses effets tant physiologiques que psychologiques sur le corps humain. Et les conclusions, suspense, Tristan. J'attends que ça. Alors les résultats sur la respiration lente, donc l'impact. La respiration lente, selon ces chercheurs, présente de nombreux avantages, notamment elle active le système nerveux parasympathique. Bon, je ne sais pas si on va épiloguer sur ça, on en a déjà parlé, mais... Tu pourras un petit peu développer ensuite. Je l'ai dit juste avant, donc normalement ça va. Et puis ça me rassure parce que ça me dit que j'ai pas dit de conneries. Voilà, et ça t'aurais dit l'inverse, j'aurais été mal. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aide en fait à réduire le rythme cardiaque, la pression artérielle et donc diminuer le stress. Tu nous disais tout à l'heure, on peut pas baisser son rythme cardiaque. Alors, il y a des fois dans les plateaux télé, des mecs qui arrivent, c'était souvent truqué, ils avaient ils appuyaient très fort et c'est un peu les mecs les saphirs, pas les saphirs là, ceux qui sont sur les clous, les fakirs, voilà. Saphir. Pardon. C'est ton aspect croqueur de diamant. Ça va faire rire les commentaires youtubeurs là, tu vois, sur YouTube, ça, ils aiment bien dès que je fais une petite bourde. J'en fais plaisir, j'en donne de la matière. Avec l'erreur de calcul que j'ai fait en début de saison, t'es tranquille pour l'année. T'es tranquille pour l'année. Tu te fais chier à faire des scripts, à trouver des trucs et on te retient que ta faute de français, quoi. Si ça vous amuse, écoutez, éclatez-vous, ça fait du référencement. Oui, il a dit quoi ton Saphir? Donc le Saphir, il a dit c'est ce que toi tu disais, on peut pas agir sur ça, mais on peut agir sur ça. Donc effectivement, tu avais raison. Et elle est aussi associée à une meilleure concentration, plus de résilience aussi. Tu vois, quand on est dans le mur du marathon et tout, peut-être qu'essayer de reprendre un peu le contrôle sur sa respiration pour essayer de retrouver un second souffle. D'ailleurs, on parle souvent de second souffle. Et c'est pas si bête que ça. La respiration rapide, la VFB, tu savais pas ça, c'est la petite. Parce que je suis intime moi, avec la respiration. Eh bien, à l'opposé, la respiration rapide, du coup, elle active le système nerveux sympathique, donc augmentation du rythme cardiaque, pression artérielle, un peu comme une réaction de combat et de fuite. C'est ça, parce c'est pour ça que quand on est paniqué, on est stressé, on voit. C'est vrai que on associe la respiration du coup à un effort, une respiration rapide à un effort intense, mais non, une réaction de stress
Tu vois, on va aussi... je le fais vraiment bien. Franchement, prix Nobel. Celui-là, il était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Donc, tu vois, on peut aussi hyperventiler. Donc, c'est pas lié qu'à l'exercice physique. Donc là, il y a ce mécanisme qui rentre en compte. Mais ça peut être aussi bénéfique sur un effort intense. À l'inverse, c'est une respiration rapide non contrôlée en dehors de l'exercice peut plutôt déclencher de l'anxiété, des vertiges. Ça peut réduire la qualité de vie des athlètes. Donc... peut-être que quand on est dans des moments de récupération, de repos, effectivement, ces exercices de respiration, là, ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment intéressant. Donc, en résumé, les chercheurs suggèrent que, bien que la respiration soit souvent négligée, elle joue un rôle clé dans la performance sportive. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'on n'a pas encore bien étudié ça et on pourrait avoir des surprises dans les années à venir et que les athlètes ont tout intérêt à améliorer leur capacité à mieux respirer pour gérer la physique, le mental, tout ça dans les compétitions. Donc, eux, ce qu'ils recommandent, c'est de s'y intéresser. Oui, et ça serait intéressant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impact sur la performance, elle passe plus sur la gestion du stress, le bien-être au quotidien, les facteurs de récupération, que plus potentiellement un facteur pendant l'activité. Et c'est peut-être justement là où quelqu'un qui contre-performerait parce qu'il croule sous le stress, par la respiration, s'il arrive à s'en sortir, en effet, là, il y a un impact direct et quantifiable sur la performance. Et j'ai trouvé une autre étude. Alors Après, en général, la respiration seule suffit pas. Il faut un travail sur la confiance en soi, etc. Mais en tout cas, c'est un facteur. Ouais. C'est pas un pansement, mais je pense que c'est un bon début. Mais voilà. Un plâtre. Un plâtre. Il y avait une autre étude. D'accord sur quoi ? Il y avait une autre étude qui s'est plutôt intéressé au yoga, à la méditation sur 8 semaines. Bon, le protocole n'était pas ouf, donc j'ai pas voulu épiloguer, mais quand même, c'est intéressant. Et ce qu'ils ont, eux aussi, donc sur des sportifs, donc on a fait faire du yoga, de la méditation pendant 8 semaines à des sportifs d'endurance. Il y avait cyclistes et coureurs à pied, je crois aussi. Et bon, des sportifs, je ne donnerai pas, j'ai oublié le détail, mais c'était des sportifs d'endurance. Et effectivement, on a vu une amélioration des capacités physiques, aussi sur le déclaratif, ils se sont sentis mieux. Donc voilà, le protocole n'était pas ouf, mais intéressant quand même parce qu'on dit souvent le yoga, la méditation, why not ? Moi, j'y arrive pas en fait. Il y a le truc ça c'est le principe de la loi de Lindy, plus une pratique se maintient dans le temps, plus tu as de chances qu'elle soit fondée sur quelque chose de vraiment, vraiment tangible et des vrais résultats. Et typiquement, nous, en Occident, aujourd'hui, on essaie de rationaliser ça avec des outils, des trucs, protocoles. On fait 8 semaines de 30 respirations maximales, etc. Ok, mais quand tu regardes dans d'autres coins du monde, typiquement en Asie, tu as toute une science autour de la respiration qui se perpétue depuis des milliers d'années. Je pense pas qu'il le ferait s'il y avait zéro impact. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est un sujet à creuser et je pense que dans les années à venir, peut-être on aura... ça fait des milliers d'années qu'ils bossent dessus, donc je pense qu'on peut juste écouter ce qu'ils ont à dire. On comprendra pourquoi, peut-être. Voilà, s'il y a des experts de la respiration, des médecins spécialisés dans tout ce qui est recherche autour des poumons, de ces organes-là, n'hésitez pas, si vous voulez compléter, enrichir notre... Voilà, on n'est pas forcément des experts sur ce sujet. Non, moi j'ai juste dit augmenter votre amplitude respiratoire et voilà. J'aurais pu vous dire aussi, comment t'appelles ça, surventiler, hyperventiler juste avant vos intensités, ça aide aussi un petit peu. Mais voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Tristan, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tristan, je te dis rendez-vous le mois prochain. À la prochaine. À très vite.